République démocratique du Congo, l'Alliance Fleuve Congo ne participera pas aux discussions de Luanda prévues pourtant ce mardi 18 mars 2025 sous la médiation angolaise. Dans un communiqué publié ce 17 mars, le mouvement rebelle dénonce des sanctions individuelles prises par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants, affirmant que ces mesures compromettent le dialogue et rendent impossible les pourparlers tant attendus. Quel avenir pour le dialogue censé marquer le début du chemin vers une solution politique à cette crise? La pression diplomatique mise à la fois sur le Rwanda et le M23 peut-elle avoir les effets escomptés? Pour quelle implication sécuritaire sur le terrain? Nous reviendrons largement ce soir sur le communiqué rendu public par l'Alliance Fleuve Congo qui annonce donc, ou du moins qui annonce l'annulation de sa participation à ces pourparlers de paix chapeautés jusqu'ici par le président angolais João Lourenço. Et en deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur cette autre annonce faite cette fois par le Niger qui annonce son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette décision confirmée par le ministère des Affaires étrangères du pays dans une lettre adressée aux diplomates marque donc un tournant dans la relation entre le Niger et la France. Cette décision qualifiée de souveraine selon la missive est suivie par Ouagadougou qui emboîte le pas. Le retrait du pays des hommes intègres est également annoncé par Oria Vandé, porte-parole de l'Organisation internationale de la francophonie. En attendant la décision du Mali, quelles implications géopolitiques aura le retrait du Niger et du Burkina Faso, le Niger étant un pays fondateur de l'OIF? Quelle symbolique pour un retrait effectif dans la semaine de la langue française de la francophonie célébrée du 15 au 23 mars 2025, que répondre à ceux qui estiment que la francophonie est aujourd'hui victime d'une situation géopolitique complexe? Mesdames, Messieurs, bonsoir à vous. Bonsoir à vous une fois de plus et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Content, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Le Point sur l'actualité, édition du 18 mars 2025. Une édition largement dominée par la non-participation du M23 aux négociations, ou du moins pour parler de paix, initiées par le processus de Luanda et plus précisément par le président angolais João Lourenço dans un communiqué publié ce 17 mars 2025. Le M23 dénonce justement l'implication de certains acteurs internationaux. Nous parlons bien sûr de l'Union européenne qui a décidé de prendre une nouvelle série de sanctions contre certains responsables rwandais et du M23. Une approche belliciste qui ne passe pas auprès des rebelles. Nous reviendrons sur les implications de cette non-participation, et nous allons questionner dans le fond l'avenir de ce processus de Luanda. Quelle approche aujourd'hui pour la résolution justement de ce conflit au moment où plusieurs acteurs sont divisés entre approche militaire et politique? Nous tenterons de comprendre cela aux côtés des consultants permanents de cette émission de Point sur l'actualité. Avec moi en présentiel sur le plateau, André Kistelfanga est avec nous. Bonsoir DP. Bonsoir Monsieur Nguéné, c'est un plaisir d'être sur votre plateau encore ce soir pour justement discuter des questions extrêmement importantes de notre continent. Bonsoir avec ceux qui sont sur le plateau directement avec moi et ceux qui sont sur Zoom, qui vont justement croiser le verbe, n'est-ce pas, analyser les différentes situations les thématiques que vous avez voulu bien mettre à l'ordre du jour. Laissez-moi faire mon coup de gueule. Il y a la rentrée parlementaire au Cameroun. Le président Kavayegue Djibril, 86 ans, a été réélu président de l'Assemblée nationale. Au Sénat, bon, on ne sait pas encore si c'est confirmé, mais on attend encore. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un fils de l'Est quand même qui est entré comme président du groupe parlementaire RDPC. Il s'agit de l'ancien ministre Badel Ndangandinga, que nous saluons. Et pour continuer dans la même lancée, féliciter, n'est-ce pas, le port autonome de Douala qui a reçu le secrétaire général à la présidence de la République, qui était l'émissaire du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, pour venir voir le travail qui a été fait, n'est-ce pas,
pendant tous ces temps-ci au niveau du port autonome de Douala, et c'est un satisfait extrêmement important pour la République du Cameroun. Donc, félicitations au top management du port autonome de Douala. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, qui a promis un compte rendu fidèle au chef de l'État. Merci à vous, André Christelle Fanga. Patient Parfendon, bonsoir, doyen. Bonsoir, Baudelaire Nguene, le prince de Matom. Bonsoir à mon ami André Christelle Fanga, à tous nos nombreux téléspectateurs et téléauditeurs, à toute la grande galaxie panafricaine, à nos valeureux techniciens. Et merci une fois de plus pour cette invitation. Voilà. Alors, Sylvain de Bogo, vous êtes à Londres. Vous êtes surtout un habitué également de cette émission du Point sur l'actualité. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Sylvain, bonsoir. Bonsoir Baudelaire, bonsoir à Christelle Fanga. Il y a un peu longtemps qu'on s'est vu, en tout cas, bon retour. Bonsoir également à mon très cher ami Parfendon. Je suis très heureux d'être sur ce plateau encore une fois de plus. Je salue tous vos éditeurs, je salue les autres panélistes qui vont nous rejoindre, que vous allez présenter. Et merci pour ce travail que For You Media fait pour toute l'Afrique. Mais cette Afrique qui a besoin de coups de poing, de coups de gueule, de coups, en tout cas de tous les coups, pour se réveiller et pour parler de ses propres problèmes, pour prendre sa destinée en main, son destin en main, pour se libérer par elle-même. Parce que les problèmes africains ont sa solution en Afrique en majorité. Voilà, merci pour l'invitation. Aux problèmes africains, des solutions africaines. Merci à vous, Sylvain. Également à vos côtés ce soir, nous retrouvons Claude Motoma, qui est notre confrère journaliste, qui nous fait également l'honneur d'être des nôtres ce soir. Merci à vous, Claude. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir tous les co-débatteurs, tous les spectateurs de notre chaîne Africa Media qui fait un grand travail pour le continent africain. For You Media, Claude. Excusez-moi, je me suis habitué de l'autre côté. Voilà. Merci vraiment. Je remercie particulièrement la communauté congolaise, la diaspora congolaise, pour le travail bien abattu, pour tout ce que nous avons fait pendant 23 ans ou 30 ans de combattre le Rwanda, et de combattre les politiciens congolais qui sont en mèche avec les Rwandais. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup vraiment combattu. Vraiment, je remercie la diaspora. Enfin, qu'aujourd'hui, qu'on puisse voir le résultat qu'on est en train de parler aujourd'hui. Ce n'est pas le travail des politiciens congolais. Ce n'est pas le travail ni de Félix, ni de le gouvernement pour Félix au Congo. C'est le travail de la diaspora congolaise, de la combattante, de la résistance congolaise, qui ont bâti un travail. On était dans la rue, la nuit, la jour, l'hiver, l'été, afin que cette résolution, cette condamnation pour le Rwanda et pour les personnalités du Rwanda qui ont commis des crimes dans notre pays, vraiment, je remercie vraiment tout le monde qui ont participé dans cette marche, dans notre démarche que nous avons fait. Et le gouvernement congolais n'a pas rien fait, ni les politiciens congolais n'ont rien fait de ce travail. Aujourd'hui, les sanctions qui sont en train de tomber, c'est pour la diaspora congolaise et les résistants congolais. Merci vraiment pour votre merci pour vous êtes en train de s'intéresser dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui se trouve dans l'Afrique, et la situation qu'on nous trouve aujourd'hui. Vraiment, merci pour vous et tous les téléspectateurs de notre chaîne. Merci. Merci à vous. Et comment ne pas s'intéresser de près, mais alors de très près, à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. On croyait que la solution nous viendrait de Luanda. Rebondissement, le M23 annonce son annulation, ou du moins son retrait des pourparlers de paix de Luanda, ceci par le biais d'un communiqué rendu public il y a quelques heures par l'Alliance Fleuve Congo. Je voudrais que nous puissions planter le décor avec le concours de la réalisation avant de retrouver justement Claude Motoma derrière pour qu'il nous donne également son point de vue sur la situation sécuritaire de son pays. Qui, pour dialoguer avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, alors que la médiation angolaise pensait avoir fait le plus dur en obtenant l'accord des principaux belligérants, l'Alliance Fleuve Congo, par voie de communiqué publié ce 17 mars, annule sa participation au pourparlers de Luanda. Attendus dans la capitale angolaise, les rebelles du M23
évoque un sabotage du processus de paix. L'Alliance Fleuve Congo exprime ses profonds regrets de constater que certaines institutions internationales s'emploient délibérément à saboter les efforts de paix en République démocratique du Congo et à rendre impossibles les pourparlers tant attendus. Les sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille des discussions de Luanda, compromettent gravement le dialogue direct et empêchent toute avancée. Cette attitude incompréhensible, équivoque et ambiguë ne fait que renforcer M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa politique belliciste. Dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible. En conséquence, notre organisation ne peut plus poursuivre sa participation aux discussions. Un coup dur pour la diplomatie angolaise et particulièrement pour le président Joao Lorenzo qui avait pourtant annoncé en grande pompe l'arrivée de la délégation congolaise à Luanda. Si la démarche de l'Alliance Fleuve Congo interroge, celle de la communauté internationale et particulièrement de l'Union européenne, incapable de trouver une solution à ce conflit, préoccupe plus d'un. Cette approche belliciste ne fait qu'exacerber les tensions sur le terrain. Nous allons par ailleurs au chapitre de la crise qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo, l'une des plus graves du monde aujourd'hui, prendre des sanctions à l'encontre de 9 individus et d'une entité qui se sont rendus responsables de violations du droit international et du droit international humanitaire et qui par leurs actions ont contribué à l'escalade qui menace la région des Grands Lacs en Afrique d'un embrasement généralisé. Il convient désormais qu'un cessez-le-feu puisse intervenir immédiatement et que par la négociation, la République démocratique du Congo, les groupes rebelles et évidemment le Rwanda puissent tracer le chemin vers une paix juste et durable dans la région. Autre point de friction qui rend impossible les pourparlers de paix, la situation militaire. Le M23, dans sa communication, accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir lancé une contre-offensive avec notamment le déploiement de l'aviation militaire dans le territoire de Walikale, une zone densement peuplée dans le Nord Kivu, suffisant pour remettre en cause les véritables intentions du M23 qui, pour certains observateurs, n'est pas dans la dynamique de la recherche d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'abord, il faut comprendre que nous assistons à une sorte de théâtralisation des affaires internationales. D'un côté, on a une communauté occidentale qui est derrière le Rwanda, mais qui tente hypocritement de le sanctionner. Et de l'autre, nous avons un Rwanda qui continue à soutenir ses proxys, à faire avancer d'ailleurs ses pions sur le terrain militaire, tout en exprimant ses caprices sur la table des négociations. Pour nous, Congolais, nous pensons que c'est une théâtralisation des affaires internationales et cela doit être perçu par nous comme une insulte à notre souveraineté, une insulte à notre dignité. Raison pour laquelle la population congolaise ne soutient pas les négociations enclenchées par la présidence congolaise. Nous disons il faut d'abord rééquilibrer les rapports de force sur le terrain avant d'entamer les négociations avec n'importe quelle entité qui nous agresse sous le terrain. Rééquilibrer le rapport de force sur le terrain afin de privilégier l'option militaire au détriment de toute approche diplomatique. La détérioration de la situation sécuritaire à l'est de la RDC semble bien plus complexe qu'on l'imagine. Chaque fois qu'un cadre de discussion se stabilise, il y a un élément perturbateur qui survient. De quoi interroger l'issue des pourparlers de ce 18 mars 2025. Alors, premier tour de table sur cette thématique. Claude Moutouma, comment avez-vous accueilli justement cette communication du M23 moins de 24 heures avant justement la rencontre de Luanda, l'agence Fleuve Congo exprime ses profonds regrets de constater que certaines institutions internationales s'emploient délibérément d'ailleurs à saboter les efforts de paix en République démocratique du Congo et à rendre impossible les pourparlers tant attendus. Les sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille des discussions de Luanda, compromettent gravement le dialogue direct et empêchent toute avancée. C'est le principal argument relevé par l'Alliance Fleuve Congo pour justifier sa non-participation à ces pourparlers de Luanda. Votre réaction, Claude? Ma réaction est ceci. Je crois que vous avez suivi la déclaration des jeunes Congolais à Kinshasa ou à Goma
C'est-à-dire, c'est une communauté internationale qui fait la théâtralisation de notre pays ou la souveraineté de notre pays ou de notre peuple congolais. Le peuple congolais, nous avons 24 millions de morts et 250 fausses communes, 300 femmes violées par jour depuis la nuit du temps, où les Occidentaux ou la communauté internationale, ils ont accepté que Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, qu'on appelle Joseph Kabila, d'être président de notre pays. La même communauté, ils ont accepté, ils ont pris l'acte de nomination de Félix 0%, Félix Tshisekedi, par toujours Hippolyte Kanambe, qu'on appelle Joseph Kabila. Mon frère, ce n'est pas cette communauté internationale qui viendra nous aider à ce moment ici. Un petit historique. La même communauté internationale, ils ont assassiné Lumumba pour quelle raison? Ils ont fait chasser Mobutu pour quelle raison? Et pourquoi ils ont accepté l'élection frauduleusement de Félix? Il y a quelque chose qui ne va pas. La communauté internationale ne cherche pas le bonheur du peuple congolais. La communauté internationale ne viendra pas aider le peuple congolais. Donc, le problème du Congo, c'est Congolais au Congolais, Congolo-Congolais. C'est-à-dire, nous, le peuple congolais, comme nous avons pris notre initiative d'être dans la rue, de sortir dans la rue, et nous allons le faire. Il faut que nous continuions à le faire. Parce qu'avoir ces histoires-là, Nanga, il est l'auteur ou l'auteur de cette crime que nous vivons aujourd'hui. Nanga savait tout cela, que les Rwandais, que nous étions attaqués par le Rwanda, que la communauté internationale, ils ont soutenu le Rwanda pendant 23 ans, de nous massacrer, de nous tuer. Et Nanga, ils ont préféré de nommer Félix 0%, soit disant que l'accord de paix, afin qu'il ne puisse pas y avoir le bain de sang, que le sang ne coule pas. Mais aujourd'hui, Nanga aussi est allé prendre les armes avec le même personnalité qui nous ont assassinés. Et de l'autre côté, le Nanga, il est fier que non, c'est nous qui avons fabriqué les monstres de Félix. Mais c'est quoi ça alors? C'est nous, les peuples congolais, qui nous sommes perdants, et c'est nous, les peuples africains, qui sommes en train de mourir jour et nuit. Alors, je dis ceci. La déclaration de Nanga, s'ils ont condamné les dirigeants du Rwanda, les personnalités rwandaises, si Nanga est congolais, il doit être content. Parce qu'on a cherché cette condamnation. On a cherché ça, ça fait 30 ans que l'Union européenne ou la communauté dite internationale n'ont pas pu donner ou parler de cette condamnation, des sanctions contre le Rwanda. Et aujourd'hui, si la communauté dite internationale sont en train de condamner le Rwanda, Nanga, s'il est congolais, il doit revenir à la raison. Et de l'autre côté, nous avons un pantin qu'on appelle Félix, qui a été nommé par Nanga et qui est aussi le proxy de Kagame. Il faut qu'on dise la vérité, mes frères. Félix travaille pour le Kagame parce que c'est une chose impossible, inexplicable, que les Rwandais sont en train de récupérer les territoires un par un, jusqu'à arriver à Bukavu et jusqu'à présent en République démocratique du Congo, où le gouvernement de Félix, personne qui a été sanctionné. Alors qui est le traître? Qui est le traître? Qui est le complice de cette mascarade? C'est Félix. Alors, Nanga et Félix, ils sont en train de jouer le même jeu. Ils ont leur patron, Paul Kagame. Alors, quand on sanctionne Paul Kagame ou on sanctionne les dirigeants du Rwanda, ça les flige parce qu'ils comprennent que non, ce que les Congolais, la diaspora congolaise ont fait, ils nous ont mis à dos. Ils n'ont pas d'autre choix que de refuser. Mais même aussi Félix, il va refuser aussi de dialoguer. Il faut dialoguer quoi? Il faut parler quoi? Parce qu'ils sont tous derrière, les massacres des peuples congolais. Félix n'est pas pour il n'est pas là pour les Congolais. Il est là pour les intérêts de Paul Kagame et les Occidentaux. Il n'est pas là pour le Congolais. S'il était là pour le Congolais, qu'est-ce qu'il a fait? Un président de la République, malgré tout, les circonstances qui était arrivé là au pouvoir, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans l'armée? Il a détruit l'armée. Il a détruit l'armée. Il n'a pas formé, pas même un militaire. Il n'a pas pu sortir vraiment un caporal dans l'armée pendant 7 ans. Et cet homme-là est pour le Congo. Et cet homme-là que la communauté internationale soutient, si la communauté internationale veut aider les peuples congolais, c'est-à-dire à débarrasser de Félix et à débarrasser Nanga. Si la communauté internationale veut aussi aider les peuples congolais, nous avons vu partout. À l'époque de Maréchal Mobutu, les Français ont fait tomber des paras.
à Kolwezi pour sauver les Zaïre, les Mobutu. On avait vu des Marocains qui sont venus au Congo pour sauver. Mais Félix, il n'a pas l'armée. Tout le monde sait que Félix n'est pas là pour le peuple congolais. Et la communauté internationale, ils sont là pour mettre le peuple congolais dans ce qu'on appelle un bourguignon, de croire que la communauté congolaise, la communauté internationale va nous aider. Et en réalité, ils ne sont pas là pour le peuple congolais. Nous sommes seuls, mon frère. Les Congolais sont seuls et ignorants. Oui. Les Congolais qui croient que la communauté internationale peut venir les aider à travers ces dialogues-là, c'est rien parce que l'Angola, il était là depuis la nuit du temps. L'Angola, eux-mêmes, les Angolais, ils ont pris la terre congolaise. Et on dit quoi ici? Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par là, Claude Moutouma, que les sanctions prises par l'Union européenne la veille de ces pourparlers sont aujourd'hui inopportunes, inappropriées au regard du contexte et que le processus de Luanda, finalement, ne sert pas à grand-chose dans la résolution de ce conflit, Claude? Mon frère, le sommet de Luanda, les accords de Luanda disent ceci. Ce n'est pas le sommet de Luanda d'aujourd'hui. Cet accord de Luanda, ça fait très longtemps. Aujourd'hui, on les met, ça devient en évidence parce qu'on a parlé beaucoup, on a parlé ça beaucoup. Mais le sommet de Luanda dit ceci. C'était le sommet de Nairobi. Quand ils ont parti à Nairobi, ils ont signé qu'on va continuer ce sommet à Luanda. Le sommet de Luanda, ce n'est pas pour les avantages des peuples congolais, mon frère. Ce n'est pas les avantages. Parce que Félix, Kagame a dit ceci. Félix doit accepter tous les Rwandais de devenir des Congolais. C'est pour cette raison que Félix a précipité dans le sommet de Luanda. Ce n'est pas pour les intérêts des peuples congolais. Dans le sommet de Luanda, ça ne parle pas de Nanga. Parce que Nanga, il est congolais jusqu'à preuve contraire. Ça parle seulement des Rwandais. Et ça dit quoi dans le sommet du Rwanda? Ça dit que tous les belligérants, tous les Rwandais vont être intégrés dans l'armée congolaise, dans la société congolaise. Et c'est ça que Félix veut le faire aujourd'hui. Les sanctions-là, les sanctions de la communauté internationale pour les Rwandais, c'est pour dossier. Ce ne sont pas des sanctions sérieuses. Depuis tous ces temps-là, ils étaient où pour sanctionner le Rwanda? Et au moment où ils sont tentés de sanctionner le Rwanda, Kagame donne 48 heures à l'ambassadeur, au diplomate belge. Allez-y comprendre quel pouvoir Kagame a pour chasser les diplomates belges. S'il n'a pas encore des Occidentaux derrière lui, s'il n'a pas encore la communauté internationale derrière lui. Moi, je dis ceci. Moi, je ne crois pas à cette communauté internationale, non plus à Félix et à Nanga. Je crois seulement au peuple congolais parce que nous sommes dans la rue pendant 23 ans. Les dialogues, ou ne sont pas des dialogues, nous allons faire le nécessaire de chasser Félix et de contrer les Rwandais à travers Nanga, d'arriver à Kinshasa. Ça, c'est notre solution que nous proposons aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas d'autre solution. Les sommets-là, c'est pour la théâtralisation et de freiner la progression de ce groupe rwandais et de donner le temps à leur panthère. Parce que Félix, c'est le panthère de l'Occidentaux. Félix, il fait ce que les Occidentaux veillent. Il fait ce que les Occidentaux... Parce que Laurent Desjardins a dit ceci. Museveni veut quelqu'un dans la tête du pays, un homme faible. Et l'homme faible, l'homme qui n'a pas été à l'école, c'est Félix. L'homme qui n'était pas à l'école, il est là pour les intérêts des Occidentaux. Je n'ai jamais... Félix n'est pas un dictateur, Félix est un bandit. Parce qu'un dictateur organise son armée. Avec les circonstances qu'on savait de notre pays, de l'attaque des Rwandais, Félix, il connaît ça très bien. Mais quand il n'a pas organisé l'armée, quand il n'a pas pu former comme un policier, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas, et la communauté internationale ne sait pas ça, pourquoi pas dire à Félix de quitter le pouvoir et de laisser le pays, de faire la transition sans lui pour l'intérêt des peuples congolais. Donc, moi, la communauté internationale, le sommet de Rwanda, ça ne m'intéresse pas parce que ça n'a pas l'intérêt pour le peuple congolais. Merci à vous, Claude, pour ce premier jet sur le sujet. Nous parlons d'une attitude incompréhensible, comme d'ailleurs l'a qualifié le M23, équivoque et ambigu, qui ne fait que renforcer Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique belliciste. Alors, que vous inspire, ou du moins que traduisent justement ces arguments, Sylvain de Bogou, avancés par le M23 pour justifier sa non-participation à ce sommet, ou du moins à ces pourparlers de paix de Luanda? Certains ont parlé de la théâtralisation de la scène internationale, revenant
portant justement sur ces sanctions prises par l'Union européenne contre justement certains responsables du M23 et certains responsables rwandais à l'approche de ce sommet. Y avait-il une volonté manifeste de saboter ces négociations de paix, selon vous, Sylvain, comme le prétend et l'estime le M23? Merci pour cette question. C'est que pour nous, l'Union européenne est en train de jouer une comédie. L'Union européenne qui prend ses sanctions à la veille de cette discussion, c'est une façon de boycotter. C'est une façon de boycotter le sommet qui doit se passer en Afrique, parce que l'Union européenne n'a pas été invitée sur la table de discussion. Donc, il fallait organiser quelque chose pour boycotter cette discussion. Parce que c'est encore cette Union européenne qui, ma foi, a signé des contrats sur les minéraux congolais avec le Rwanda. C'est-à-dire, vous signez quelque chose, un contrat sur quelque chose qui n'appartient ni à vous ni à l'autre avec lequel vous signez le contrat. C'est-à-dire dans le dos, voilà, du propriétaire, comme si nous étions encore dans la conférence de Berlin où l'Afrique était absente lorsqu'on la divisait, lorsqu'on la balkanisait. Donc, pour nous, ces sanctions viennent franchement confirmer que l'Union européenne n'est pas prête, ou bien les Occidentaux ne sont même pas prêts, dans leur majorité, ne sont pas prêts à ce que le problème congolais soit résolu. Ils ne sont pas prêts à voir les résolutions, je dirais, diplomatiques ou bien même fraternelles entre les Africains. Parce qu'il faut toujours faire usage de ce genre de sortie pour infantiliser les Africains qui ne seraient pas capables de juger leurs propres affaires, qui ne seraient pas capables de s'entendre. C'est cela, c'est la pratique. Sinon, pourquoi diantre aller prendre ce genre de sanctions maintenant à quelques heures de ce dialogue direct, Mais en même temps, nous n'excusons pas l'alliance du fleuve Congo, nous n'excusons pas non plus le M23, parce que si vous êtes réellement sérieux, si vous voulez discuter, mais ceux qu'on a condamnés, ceux qu'on a en tout cas épinglés, ne sont pas encore transportés ou bien transférés dans une prison quelconque en Occident. Et donc, vous devez prendre part à cette discussion pour que réellement on trouve les solutions à ce problème qui ne fait que durer des années et emporter des vies innocentes au Congo. Tout à l'heure, le frère du Congo parlait de 24 millions de morts, des femmes violées chaque jour, des enfants assassinés crapuleusement. Et cela n'émeut pas vraiment, cela ne dit rien à ces gens qui se sont autoproclamés une communauté comme une communauté internationale parce qu'ils volent tout en Afrique pour se nourrir, pour fabriquer leurs bombes atomiques qui sont des armes de dissuasion et qui les met en position de communauté antigrippe internationale. C'est cela, parce que l'Union européenne, par exemple, ou bien l'Occident, dans sa globalité, ne pense pas vivre, ou bien ne peut pas survivre sans l'Afrique, sans le Congo, en particulier, par exemple, avec tout ce qu'on a sur ce territoire, ils le savent très bien. Donc, il faut boycotter ces choses-là, c'est le diviser pour régner, pour que chaque nuit, chaque jour, on voit dans les forêts du Congo, vers les mines, des aéronefs qui descendent pour ramasser les minéraux, pour ramasser en tout cas tout le matériel très prisé, pour venir construire leurs voitures, pour venir faire leurs avions de guerre et leurs bombes atomiques. Voici la réalité. Donc pour nous, le M23, le AFC, tout ça là, ils n'ont pas pour nous, c'est une fuite en avant ce qu'ils organisent. Ils doivent aller jusqu'au bout, ils devaient aller jusqu'au bout de la discussion et après, ils posent le problème des sanctions. Ce ne sont pas eux seuls qui ont été sanctionnés et donc ils prennent après le problème des sanctions. Si réellement, ce qu'ils posent comme problème qui font qu'ils continuent d'agresser la nation congolaise, ils continuent d'enterrer des Africains, ils continuent de violer des Africains. Si cela est vraiment valable, c'est là qu'il fallait aller
pour réellement discuter. Mais ils ne sont pas sérieux, ils ne veulent pas discuter. Ils sont là, ils sont la bête astier de ces Occidentaux qui nous animalisent chaque jour, qui nous infantilisent chaque jour, et c'est très malheureux. Alors, merci à vous, Sylvain. On a l'impression d'être au cœur d'une tempête des tropiques, en train de patauger entre inquiétude et cacophonie. Mais qui faut-il blâmer? André Christelle Fanga, le M23 qui refuse d'aller à la table des négociations, ou encore l'Union européenne qui, pour la première fois, prend des sanctions la veille justement d'une rencontre aussi importante comme celle de Luanda, ou derrière l'un des principaux belligérants qui n'est autre que le pouvoir central de Kinshasa, qui aurait pu négocier dès le départ, mais qui ne l'a pas fait. Pour, je vais dire quoi, pour décider, je ne sais pas ce qui a bien pu convaincre Félix Tshisekedi cette fois-ci, mais on connaissait déjà la position du président congolais qui refusait justement de négocier avec ces terroristes, sauf que sa position a changé. Fallait-il aller aux négociations plus tôt que prévu, ou alors avant même les sanctions de l'Union européenne, André Christelle Fanga? Monsieur Nguéné, j'ai suivi avec beaucoup d'attention notre frère Claude de la République démocratique du Congo. Et j'ai eu le sentiment comme s'il était défenseur d'une cause autre que celle du Congo. Comment ça, André Christelle Fanga? Je dis bien, j'ai eu le sentiment comme s'il était défenseur d'une cause et non celle du Congo. Parce que quand vous avez une bande de criminels, comme le M23 et l'AFC, qui agressent votre pays, et que vous venez et vous dites que le président Félix Antoine Tshisekedi est complice de ces gens, vraiment c'est trop grave. C'est trop grave parce que, connaissant le conflit qui oppose le Rwanda et la RDC, qui est au-delà de Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi vient hériter de quelque chose qui dure depuis une décennie. Moi, je vais blâmer Tshisekedi d'avoir accepté de discuter avec le M23. Ah bon? Pour vous? Mais je vous ai dit, il faut faire la guerre au Rwanda. Peut-être pas au Rwanda, de façon J'ai dit, mais il faut faire la guerre au Rwanda. André Christelle Fanga. AFC, M23, c'est le Rwanda. Il n'y a rien à faire. Il faut envahir le Rwanda. Monsieur Tshisekedi, recrutez-moi 1 million de Congolais. Mais la décision vous les formez. La décision n'est-elle pas radicale, André Christelle Fanga? Mais vous allez attaquer un autre pays. La Russie a les cartes en main. Pourquoi? Parce qu'elle a saucissonné Kiev, l'Ukraine. Parce qu'elle a les moyens de répression. Elle a les moyens de sa politique. Mais vous allez à des discussions avec les mains mortes, en tapant les mains partout. États-Unis, venez exploiter le coltan comme vous voulez, pour que vous nous donnez un peu de paix. Sachant que c'est les mêmes acteurs qui sont derrière le Rwanda. Les sanctions qui sont plus là, c'est de la comédie. Mais pourquoi le président Tshisekedi a-t-il décidé d'aller sur la table de négociation? Mais parce qu'on lui a conseillé que non, la paix, pour qu'on retrouve la paix, il faut négocier. Il faut essayer de dialoguer avec le M23. C'est ce que la CENCO a proposé. Je vous ai dit ici que la CENCO est complice du M23. Il n'y a pas que la CENCO. Mais je vous ai dit que la CENCO est complice du M23. Il y a la SADC, il y a l'EAC. Je dis bien, monsieur Nguéné, actuellement même la CENCO est complice de l'AFC et du M23. Parce que c'est la même CENCO qui a fait partie Kabila. Et donc, dans leur deal se trouvant perdant, ils ont refait alliance. En disant, OK, l'objectif du M23, de l'AFC et de Kabila, parce que c'est l'homme qui est caché derrière tout ça, l'acteur majeur qui veut déstabiliser la RDC, c'est M. Kabila, qui veut revenir au pouvoir à tous les prix,
D'ailleurs, il n'est jamais arrivé au pouvoir dans les voies logiques. Il a fait ses 14 ans de pouvoir dans un flou artistique, après avoir hérité d'un pouvoir qu'on ne sait pas. On a dit que c'était le fils de Laurent Désiré Kabila. Finalement, on ne sait pas comment il est mort. Et il est arrivé au pouvoir et il a dirigé le Congo pendant plusieurs années. Vous voyez? Et il a dit non. À nous revoir bientôt. Et voilà, à nous revoir bientôt là qu'il a fabriqué l'AFC et le M23 avec Kagame pour revenir prendre le pouvoir en RDC. Parce que l'objectif n'est pas seulement de créer le désordre au nord Kivu ou au sud Kivu. L'objectif, c'est de chasser, n'est-ce pas, Tshisekedi du pouvoir. C'est de faire un coup d'État. C'est une rébellion pour obtenir le pouvoir et mieux vendre les ressources de la RDC aux étrangers, à cette communauté internationale. Et donc, Tshisekedi, sa faiblesse, c'est qu'il ne veut pas, c'est lui-même qui nous avait dit, qu'à la moindre escarmouche, il demandera au Parlement, il réunira les deux chambres pour obtenir, n'est-ce pas, un amendement pour qu'il puisse attaquer le Rwanda. Il y a eu des escarmouches, il y a eu tout ce qu'il y a eu, il y a eu des attaques, il y a eu jusqu'à présent, il y a toujours des choses. Même M. Tshisekedi ne déclare pas la guerre au Rwanda, ne déclare pas la guerre au M23. D'ailleurs, même tous ces militaires sont en train de fuir les combats. Voilà. Vous allez vous en sortir comment quand vous perdez de l'espace, du terrain tous les jours et vous voulez aller aux négociations de quoi? Vous essayez de manipuler, ou bien c'est la communauté internationale qui essaye de manœuvrer, parce que la communauté internationale joue sur les deux paliers. C'est-à-dire, sachant que Tshisekedi est faible, militairement, politiquement, ne peut pas véritablement s'imposer comme leader charismatique et déclencher, n'est-ce pas, un processus de répression du M23 et de l'AFC, alors on lui fait croire que non, les sanctions internationales vont faire reculer le M23 et l'AFC et le Rwanda. Et de l'autre côté, on actionne, n'est-ce pas, le M23, le Rwanda et tout le reste là, malgré les soi-disant sanctions, sachant qu'il y a des approvisionnements, il y a toujours des approvisionnements, que ce soit militaire, que ce soit en argent, qui continuent à soutenir, n'est-ce pas, cette escalade-là. Et les multinationales, n'est-ce pas, continuent à exploiter allègrement, n'est-ce pas, les ressources du Nord Kivu et du Sud Kivu. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que le peuple congolais se lève et donne véritablement de la voix. Pas seulement la diaspora, nous avons vu le peuple congolais se lever. Parce qu'on nous a dit que oh, c'est la diaspora qui a fait, c'est la diaspora qui a fait, c'est la diaspora qui a fait. Nous avons vu le peuple congolais se lever comme un seul homme, aller défendre, n'est-ce pas, sa souveraineté. C'est encore le discours du président de la République qui a encore recalmé les ardeurs en disant nous allons aller, n'est-ce pas, dans cette bataille-là par des voies diplomatiques, n'est-ce pas, et politiques. C'est pour ça que certains processus ont été engagés. Mais je pense que c'est toujours faible. Congolais, arrêtez de danser. Arrêtez de vous vanter. Arrêtez de faire, je ne sais pas quoi. Mobilisez-vous pour sauver votre pays. Et vous savez que si le Congo est en paix, c'est l'Afrique qui gagne. Parce que si le Congo continue à être déstabilisé, on perd beaucoup de choses. Parce que la RDC est un moteur pour notre continent. Et si on continue à avoir des dirigeants qui sont mi-figue, mi-raisin, ils sont balancés par tout vent, la communauté internationale dit bouger tel levier, il bouge, ou bien il essaie de faire qu'ils prennent les décisions en âme et conscience en disant je dois sauver la RDC et cette décision-là, c'est le seul moyen, c'est militaire. Voilà. Alors, vers quoi nous dirigeons-nous, patient Parfendom, quand on prévoit, pour parler de paix, et qu'une partie décide de ne pas y participer, alors que tout semblait croire qu'on devait trouver une solution à cette crise sécuritaire qui sévit du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Le M23 accuse le président Félix Tshisekedi de faire preuve d'une approche belliciste. Le M23 accuse également certains acteurs internationaux d'ingérence. Alors,
dans un contexte marqué justement par cette offensive, par des percées qui sont enregistrées au quotidien, vers quoi on pourrait bien se diriger aujourd'hui? Mais cette crise qui explose à la veille, pratiquement, du début de ces pourparlers est une très bonne chose, à mon sens, pour les Africains que nous sommes. Une bonne chose pour vous? Oui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'au moins, elle permet à l'analyse de bien comprendre que les Occidentaux refusent d'être en marche de la résolution des conflits et des problèmes africains. Ils veulent être toujours au cœur de toute forme de résolution de crise en Afrique. C'est ça. C'est le message que vous percevez. Mais bien sûr, c'est ce que moi je vois dans cette affaire-là. Mais sinon, expliquez-moi. L'Europe veut s'impliquer dans la résolution du conflit, ou du moins de la crise sécuritaire. Elle n'admet pas, bonne ou mauvaise, qu'une médiation africaine sur le sol africain puisse enclencher le processus de négociation qui aurait pu permettre, personne ne devait, moi, personne ne dit dans la boule de cristal, mais peut-être d'amorcer un processus d'apaisement et de négociation véritable. On est optimiste, côté angolais. Le président João Lourenço l'a martelé. Je vous rappelle que la délégation de M23... les plans de vol étaient déjà... Tout était prêt. Mais quelle est donc cette affaire où, à la veille, Bruxelles, on ne sait pas d'où sortir, commence à lancer des oukases et les prétendues sanctions contre les leaders de M23. Ça pose problème, Ghanéen. C'est du sabotage purement et simplement de la négociation angolaise. C'est du sabotage de la médiation angolaise. C'est ça, c'est ce qu'il faut retenir dans cette affaire-là. Les Occidentaux, les Blancs, les Belges en premier, ne conçoivent pas qu'une résolution du conflit congolais, pas de n'importe quel autre pays, mais congolais, puisse se faire par devers eux, en leur absence, sans leur influence quelconque. C'est ça le problème. Et je vous dis, l'Angola, j'ai été plusieurs fois, j'ai été même l'invité du parti au pouvoir, MPLA, chef de délégation à partir du Cameroun. Je sais ce que voient les Angolais dans ces questions-là. Ils ne sont pas comme les francophones qui bavardent beaucoup. Avant même d'installer une télé, on annonce déjà qu'on va installer une télé. C'est pas comme ça. C'est une autre culture. Donc, ce qui se passe là, c'est tout simplement le sabotage. Ils ont lancé pour éventrer complètement ce processus. Donc, la réaction de M23 dans ce sens-là, moi, je dis que c'est une bonne réaction. Vous l'encouragez, cette réaction? Oui, c'est pour leur dire, ne mettez plus votre nez dans les affaires des Africains. Qu'êtes-vous? Alors, notre ami, c'est vrai qu'il était... Ça allait dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il est un peu moboutiste, mais je crois qu'il aura le temps de revenir là-dessus tout à l'heure. De notre ami Claude. Mais il a dit des choses. Où était-il? Où était-il? Bon, même comme il confond d'époque, mais à l'époque de Mobutu, quand même, on a vu la Légion qui se circonvoisait pour venir aider, entre guillemets, le Congo, même si c'était pour les intérêts occidentaux. Personne n'est dupe. Nous savons très bien ce qui s'est passé. Où étaient ces gens? Ces mêmes gens, comme Fanga dit, qui sont allés signer les accords, nous dit-on, sur les minerais congolais avec le Rwanda. Où étaient ces gens? Donc il faut qu'on arrête d'infantiliser les Africains. Les Africains sont assez mûrs. L'Occident, l'Union européenne, la Belgique ne veulent pas du tout une résolution du conflit congolais par les Africains. C'est ça. Mais que faire dans un tel contexte? On a l'impression que nous sommes coincés aujourd'hui entre les intérêts géopolitiques et géostratégiques, patient parfum d'homme. On n'est pas coincés. Il faut commencer à envoyer des messages clairs. Il faut écarter complètement l'Occident du jeu, là. Il faut les écarter. Il faut leur dire que vous n'avez plus droit à la parole ici. C'est fini. Mais qui pour le faire actuellement? Mais c'est pour ça que je dis que c'est une bonne chose. Ce qui vous semble une catastrophe, pour moi c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la fin des négociations. Les négociations vont reprendre. Mais c'était une sommation sans frais qu'on envoie et à la Belgique et à l'Union européenne, au reste, que vous n'avez pas à foutre vos nez dans les affaires africaines, surtout dans les affaires congolaises. Parce que ça a trop duré. Propriété privée du roi Léopold II. Avec la CIA, on assassine Lumumba. On impose M. Mobutu. Ça va dans tous les sens.
Un pays aussi riche que le Congo, mais qui est incapable de se protéger, de se développer et de nourrir ses habitants. C'est quand même curieux. Si vous ne voyez pas ça, moi je trouve que c'est scandaleux à la limite. Donc ce qui s'est passé là, c'est une très bonne chose. C'est une réplique à la hauteur du complot de l'Union européenne et de l'Occident impérialiste contre l'Afrique en général et contre le Congo en particulier. Maintenant, les enfants du Congo, moi, vous connaissez, je suis pas dans la posture de mon frère Christian Fanga sur le dossier congolais. Je suis sûr qu'ils vont finir par trouver une solution. Vous savez, quand c'est entre nous, on finit toujours par trouver une solution. C'est maintenant qu'il faut la trouver, patient parfait. Mais elle viendra. Elle était sur le plan d'aboutir. Si nos ennemis n'avaient pas lancé cette opération pour comment on dit ça, pour délégitimiser, n'est-ce pas, cette médiation angolaise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je ne désespère pas. Les diplomates vont reprendre le travail et je crois que toutes les parties sont bien conscientes maintenant que nous n'accepterons pas la présence ni l'influence de l'Occident dans le processus de négociation qui doit aboutir, je l'espère, à la calmie au niveau du Congo et vers des solutions qui vont enfin permettre au Congo de retrouver une paix relative et décollage. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par notre ami, mais la politique, c'est l'art du possible. Hein. Bien sûr. On n'invente pas ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Alors, Claude Moutouma, vous avez rejeté l'expertise du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, estimant qu'il ne peut, sous aucun prétexte, être l'homme de la situation. Vous avez rejeté justement l'expertise de la communauté autoproclamée, comme cette communauté internationale. Le M23, en fait, vous avez rejeté pratiquement l'expertise de toute la classe politique congolaise aujourd'hui. Que nous reste-t-il, puisqu'il nous faut des solutions immédiates, Claude Moutouma, pour résoudre cette crise sécuritaire? Vous avez également rejeté les processus de Nairobi et de Luanda. J'allais oublier. Merci. Je voudrais d'abord répondre à mes frères. Mon frère a dit que Félix a hérité. Je ne sais pas le mot français. Qu'est-ce qu'il veut dire hériter? C'est-à-dire, Félix a trouvé... je suis pas... Là, je suis parce que je suis au travail. Mais voilà, c'est bon maintenant. Je vais faire ceci. Félix a hérité. Allô? Oui, allez-y. Allez-y, Claude. Nous vous recevons parfaitement. Voilà. Et oui, il a dit que Félix a hérité. Donc, Félix a trouvé les solutions. Félix a trouvé les solutions. Je ne veux pas aller développer beaucoup, mais je tiens seulement les mots qu'il a. Félix a hérité. Une façon de dire que Tshisekedi a trouvé cette crise sécuritaire. Oui. Alors, cette solution, ce problème-là, Félix le connaissait. Moi, je le connais. Félix aussi le connaît. Tout Congolais connaissait ce qui se passe dans notre pays. Quand il est venu dans les affaires, dans les circonstances que tout le monde sait, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a hérité des problèmes d'insécurité, de problèmes de corruption. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans une première année pour stopper cela? Afin qu'aujourd'hui, qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Si je parle de Félix, parce que je connais les connaissances des causes. Si Félix il a été élu, mon frère, nous sommes aux États-Unis. Nous avons vu comment Trump est venu au pouvoir. Nous avons vu les réactions de Donald Trump. Il a annulé tous les deals, tous les signataires de Joe Biden. Pourquoi pas Félix n'a pas fait cela? Notre ennemi, ça fait décennies, c'est toujours les Rwandais, les Ougandais et les Burundais. S'il a hérité les problèmes, quelle a été sa réaction, quelle a été sa relation avec Paul Kagame? Quelle a été la relation de Félix avec Ouganda? Quelle a été la relation de Félix avec Burundi, les pays qui nous attaquent? Et quelle a été la relation de Félix avec la communauté internationale qui ont soutenu les Rwandais durant toutes les années? Ça, c'est la question d'abord qu'on doit se poser avant d'entrer au fond du problème. Qu'est-ce que Félix a fait? Il sait qu'il a hérité. Pourquoi pas charger Félix? Est-ce la solution pour vous?
Le départ de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? J'ai un problème de connexion là parce que je travaille, j'ai un problème de connexion. Allô? Oui, allez-y, Claude. Vous parliez d'un départ, d'un éventuel départ de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que Félix a fait pendant qu'il a hérité tous ces problèmes-là? Et quand mon frère, en tout cas vraiment, je ne donnerai pas à mon frère le temps d'ignorer ce que le peuple congolais, la diaspora précisément, la diaspora congolaise ont fait, afin qu'on puisse arriver là où nous sommes avec les sanctions. On a marché dans la rue pendant l'hiver, pendant l'été, nos frères ont été assassinés, les autres ont été refoulés dans notre pays. Nous avons enterré les combattants, les résistants. Le mariage, on a connu le divorce parce que les enfants sont sortis dans la rue. Donc, les combats d'aujourd'hui, ce n'est pas les combats de Félix. Les sanctions d'aujourd'hui, ce n'est pas les sanctions de Félix, non de Nanga. Parce que Félix et Nanga, ils ont un deal. Ils ont un deal, mon frère. Allez vérifier. Dans la Libre Belgique, ils ont dit, la nuit où Kabila a décidé de nommer ce président, si tu as l'Internet là, tu peux voir ça. Félix nous a trahis. Félix a trahi les Congolais. Félix n'est pas là pour les intérêts des Congolais. Si Félix était là parce qu'il a hérité des problèmes au Congo ou les sécurités au Congo, il allait organiser l'armée. Il allait former quelques policiers pour défendre l'intégrité territoriale. Félix est allé chercher le mercenaire blanc. Ils sont mieux payés que les citoyens congolais, que les militaires congolais. Félix il a volé l'argent de la contribuable congolais. Félix a continué de voler le Congolais, mon frère. Il a hérité tous ces problèmes-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Le problème du Congo aujourd'hui, c'est Félix. Et c'est ça que je dis au peuple congolais. Ça, c'est mon discours. Qu'on puisse chasser Félix et Nanga. C'est-à-dire en proposant une transition sans Félix. Quand tu parles des 5 ans au chassé Kabila, les 5 ans au chassé Kabila à travers le peuple congolais, la diaspora congolaise. Aujourd'hui, la Senko n'a pas pu faire ce qu'on avait fait parce que la Senko a été corrompue. Qui a corrompu la Senko? C'est Félix. C'est Félix. Il a affaibli la Senko avec des corruptions, avec des dupes. C'est ça, c'est la vérité, mon frère. Pour ce qui arrive au Congo aujourd'hui, on n'a pas l'opposition sur le terrain. Félix a tout affaibli pour ses intérêts à lui. Il a tribalisé la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est devenue un pays mono-ethnique. Mais il a hérité ça. Tout ce qu'il a hérité, qu'est-ce qu'il a fait, mon frère, pour changer les choses sur le terrain? Pour changer les dons. Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas de l'eau, n'a pas d'électricité. Il a hérité tout cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est notre souci, mon frère. Il ne faut pas parler seulement pour parler, mais le peuple congolais est en train de souffrir dans leur chair, dans leur esprit. Le Congolais souffre. Nous avons besoin des gens sérieux pour dire à Félix de stopper. Il a les moyens de stopper ça à démissionnant. C'est-à-dire, le peuple va se prendre en charge pour bloquer Nanga. Félix n'a pas l'armée. Félix est en train de croire que les Américains vont venir les sauver. Félix est en train d'hypothéquer notre pays. Félix est en train de céder notre souveraineté aux Américains. Les Américains n'aiment pas les Noirs, je vais aux États-Unis. Mon frère, qu'est-ce que Félix a hérité? Qu'est-ce qu'il a fait du bon, mon frère? On ne peut pas parler comme ça pour parler, mon frère. Essayez d'être dans la peau du peuple congolais. Nous souffrons. Le Congo n'a pas les moyens de transport. La ville de Kinshasa est devenue une ville poubelle. Il a hérité cela aussi. Félix, il a hérité de viol. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour bloquer cela, mon frère? Il a été de fausses communes, mais il est allé s'incliner dans les fausses communes des Rwandais. Mais les fausses communes du Congolais à Kinshasa, parce que Félix est Kinois, moi aussi je suis Kinois, à Kinshasa, nous avons des fausses communes à Maluku. Qu'est-ce qu'il a fait? Il connaissait les gens qui sont morts, qui sont tombés à l'époque de Kabila. Félix, qu'est-ce qu'il a fait à Kabila? L'assassin, les criminels du peuple congolais. Félix a gracié tout le monde qui ont travaillé avec Kabila. Les assassins, les Jean-Pierre Bemba, tout le monde qui ont tué le peuple congolais avec Kabila, ils sont libres aujourd'hui, les officiers, les dignitaires de la République. Il a hérité cela.
Quelqu'un qui a hérité quelque chose qui n'est pas bon, il doit sanctionner. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est sanctionné? Vous savez combien de gens que Jean-Pierre Bemba est tué? Jean-Pierre Bemba, il a même mangé les pygmées. Moi, je suis autochtone. Il a mangé des pygmées, la chair humaine. Mais il a été sanctionné pour les Centrafricains. Mais au Congo, Jean-Pierre Bemba est sanctionné. Mon frère, il a hérité toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple congolais? On ne peut pas charger Félix parce qu'on n'aime pas Félix ou non, on est aidé de Félix. Non, parce que nous sentons Félix savait tout cela. Il savait les souffrances du peuple congolais. Il savait les massacres. Félix savait qu'il y a 300 femmes violées par jour. Il savait nous avons 250 fausses communes. Est-ce qu'il a ressuscité une enquête pour cela? Il a hérité tout cela, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Félix a hérité, le massacre des peuples congolais par les Rwandais. Mais Félix a appelé Kagame partenaire fiable et nécessaire. Félix a dit, a obligé au peuple congolais d'applaudir Paul Kagame. Mon frère, je peux te citer tout ce que Félix a fait dans notre pays. Il n'est pas digne, ni Félix ni Nanga n'ont pas digne. Félix nous a dit que Kabila était rwandais. Mais quand on combattait pour chasser le Rwandais, Kabila. Mais aujourd'hui, Kabila nous dit, Félix nous dit qu'il y a dans le gouvernement de Félix, partout il y a des Rwandais. La femme de Félix, c'est une Rwandaise. Il a hérité tout cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est la question qu'on doit se poser, mon frère. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Ça, c'est la question qu'on doit chercher des réponses. Pourquoi on n'a pas formé les militaires? Parce qu'il a hérité cela. Pourquoi on a formé... Mes frères, je marque même les mots. Je suis vraiment, je ne sais pas, mais il faut être dans la peau des peuples congolais pour savoir. La communauté internationale, ils étaient où? Parce qu'aujourd'hui, Félix a distribué de l'argent, distribué des mines, des coltans partout minéraux à la communauté internationale, afin qu'ils puissent faire ce qu'ils sont en train de faire, de les soutenir, de prendre des actes. Parce qu'ils n'ont pas soutenu, ils n'étaient pas élus. Mon frère, il faut qu'on soutienne le peuple congolais dans la vérité et dans la sincérité. Et surtout, je conseillerais à nos frères africains d'être dans la peau des Congolais et vous allez sentir comment on sent. On tue un Congolais parce qu'il a volé un pain. Mais au Cameroun, je ne crois pas. Nulle part au monde, on tue un enfant parce qu'il a volé un baguette. Mais au Congolais, au Congo, on peut le tuer. Et les gens applaudissent parce que l'enfant a volé du pain. Mon frère, on a fait du travail. C'est pour cette raison que je continue à remercier la diaspora. On a fait bon travail. La diaspora, les fruits d'aujourd'hui, c'est les fruits des 30 ans de la diaspora. Ce n'est pas les fruits d'un politicien. Et si je parle des politiciens, ils nous ont trahis. Le seul politicien que je peux citer ici, qui jusque-là n'a pas compromis, c'est peut-être Martin Fayulu. Mais il n'y a pas de politiciens au Congo. Tous sont derrière l'argent. Quand Moïse avait déclaré qu'il faut faire la guerre avec les Rwandais, Félix, il était où? Mais où est Moïse aujourd'hui? Je peux citer les noms de tous ces gens-là. On n'a pas de politiciens au Congo. Ils sont tous derrière l'argent, derrière les postes. Les Congolais sont abandonnés à eux-mêmes. Et vous, les frères africains, vous, les frères panafricains, venez nous aider. Nous allons réussir ce combat sans Nanga, sans Félix. On va chasser ces gens-là parce qu'on a chassé Kabila dans la rue, dans la diaspora. On n'a pas eu des armes. On a chassé le Rwanda au Congo, les Congolais, dans la rue. Et nous allons le faire sans Nanga, sans Félix. Et le Congo doit être restitué au peuple congolais. Le problème du Congo, c'est congolais. Allons-y, je vais me clôturer ici. Si Félix aime le Congo, Martin Fayulu a proposé cohésion nationale, c'est-à-dire entre nous les Congolais. Or, Félix a hérité les problèmes du Congo, c'est les infiltrations, l'occupation. Mais il ne veut pas parler entre les Congolais dans ce qui Martin Fayulu de proposer dialogue à Kinshasa, dialogue congolais, cohésion nationale. Mais Félix est tenté de négliger ça. Mais il a hérité des problèmes du Rwandais, il a hérité l'occupation. Mais le problème congolais, venons, parlons entre nous, cohésion nationale. Pourquoi il n'accepte pas cela? Parce que c'est un pantin. C'est un marionnette de l'Occidentaux et du Rwanda. Il faut qu'on le dise. Il n'est pas là pour le peuple congolais. Merci.
Merci, merci. Alors, messieurs, peut-être en 2 minutes chacun, est-ce finalement un problème de personne quand on parle du président Félix Antoine Tshisekedi, ou du moins quand on réclame aujourd'hui son départ? Je commence avec vous, Sylvain. En 2 minutes, Sylvain. Je pense que les Congolais doivent dépasser les lignes pour vraiment défendre le Congo. On ne peut pas poursuivre, comme on le dit souvent, 2 lièvres à la fois. Dans le Kivu, il y a des attaques. Le M23 avance, l'AFC avance, et en même temps, on propose à ce que, ou bien on demande à ce que Félix et autres s'en aillent. Je pense que c'est disperser ses forces. Il ne faut pas se battre comme l'Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale, où l'Allemagne, très gourmande, voulait en tout cas conquérir le monde en un laps de temps, et en même temps, ce n'est pas possible. Comme cela, vous perdez vraiment la guerre ou bien le combat. Alors pour moi, je pense qu'aujourd'hui, les Congolais doivent se concentrer sur le départ du M23 et de l'autre branche qui était cette branche-là, voilà, l'Alliance pour le fleuve Congo. Ils doivent se battre pour chasser ces envahisseurs et faire face réellement au Rwanda qui est soutenu par l'Occident. Voici ce que les Congolais doivent faire. Pour moi, je ne leur donne pas de leçons, mais l'essentiel, c'est cela. Autour de Félix, même s'il est nul, même s'il ne vaut rien, même s'il a trahi, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans cette guerre-là, dans ce feu, on ne peut pas aller enlever Félix Tshisekedi et en même temps chercher à éteindre le feu qui est dans le Kivu. Donc, il faut se mettre derrière ce leader, quelle que soit sa face, quelles que soient ses forces, et dire le Congo d'abord, et en plus, après, on va résoudre nos problèmes internes. Voilà. André Christelle Fanga. Monsieur Nguéné, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que le Congo n'appartient pas seulement aux Congolais. Le Congo fait partie, n'est-ce pas, d'un continent qu'on appelle l'Afrique. Et cette Afrique que nous voulons, c'est cette Afrique unie. C'est-à-dire, les problèmes, on doit les toucher là où il faut. Le plus grand problème du Congo, c'est parce qu'il y a des affairistes, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient, je ne sais, militaires, qu'ils soient, peu importe la casquette, se sont accaparés du Congo pour en faire un gâteau personnel. Au lieu que ce pays-là soit pour d'abord les Congolais et aider l'Afrique, n'est-ce pas, dans son développement. Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que le Rwandais Kagame, le Rwandais Kabila, le Rwandais Nanga et tous ces bandes-là se sont organisés pour saucissonner la RDC. Et comment le saucissonner? Ils le font depuis longtemps, n'est-ce pas, par les moyens des armes. Je dis bien par les moyens des armes. Kabila Père est arrivé au pouvoir par les armes, en chassant un vrai Congolais du pouvoir, avec la complicité de l'Union européenne et des Occidentaux. C'est-à-dire en chassant Mobutu du pouvoir. Lui-même qui était aussi un agent de la CIA, mais qui était quand même un Congolais. Fils Kabila est venu aussi au pouvoir par les armes. Parce qu'il hérite, n'est-ce pas, d'un pouvoir génocidaire. Parce que vous ne pouvez pas avoir assassiné autant de Congolais pour obtenir le pouvoir. Et vous héritez de ce pouvoir-là. Et vous continuez le massacre. Le massacre qui est de tout faire pour intégrer les Rwandais dans l'armée congolaise. C'est-à-dire la plupart de ceux qui ont fait l'armée congolaise de ces derniers temps, que ce soit colonels, généraux et tout ça, la plupart ont une appartenance rwandaise ou étrangère. Et donc ce n'est que normal qu'aujourd'hui, dans la bataille, que la plupart des forces, n'est-ce pas, des hauts responsables de l'armée commencent à démissionner. Et en fait, depuis au moins les indépendances, on a tout fait pour que le Congo n'ait pas une armée. Je vous rappelle toujours qu'un pays, un homme qui est riche, la première des choses qu'il cherche, c'est sa sécurité. C'est-à-dire sécuriser son pays. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pour que le Congo n'ait pas une armée. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi a l'occasion, parce que tous les différents acteurs sont connus,
Ceux qui en veulent au Congo sont connus. Lui, en tant que vrai Congolais, qu'il appelle ses frères congolais et disent formons une armée qui va défendre notre territoire sur tous les territoires. Parce qu'on regarde seulement le nord qui veut, le sud qui veut. Oui. Alors que dans d'autres États, il y a aussi, n'est-ce pas, des rébellions, il y a aussi des attaques, il y a aussi plein de choses, n'est-ce pas, qui se passent dans ces secteurs-là, qui sont aussi extrêmement riches. Donc, véritablement, voilà. Peuple congolais, levez-vous comme un seul homme. Même vous de la diaspora, mon cher qui parle là, ils le font déjà. Qui ne s'attribue pas, n'est-ce pas, des mérites, alors que le peuple aussi est dans cette même dynamique, n'est-ce pas, sur place au niveau de l'Afrique, n'est-ce pas, est dans cette même dynamique là de libérer le Congo de ses assaillants. Voilà. Doyen, pour sortir de cette thématique. Je souris un peu quand j'écoute Andrés Christel avec sa verve et les autres d'ailleurs. Non, le problème, c'est le problème de dialogue. Vous avez à écouter tout le monde, le Congo a des problèmes très très profonds. Ces problèmes ne se résument pas à Kagame, c'est faux, tout le monde vient de le démontrer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du Congo, ni les politiques, ni les militaires, ni les sociétés civiles, c'est un chaos total. Je lisais encore récemment un article. Oui. On nous demande que les troupes ougandaises sont présentes dans l'Ituri, au nord de Kivu, avec l'accord de Kinshasa. Mieux encore, que le Rwanda est en train d'aider le Congo à construire des routes à l'intérieur du Congo. L'Ouganda, pas le Rwanda, l'Ouganda, autant pour moi. J'ai dit, mais ce problème, il est très complexe. Vous allez dans d'autres régions. Tout à l'heure, on a parlé de Martin Fayulu. Mais les gars qui sont dans la zone d'influence du Swahili, ils estiment que les gars autour de la capitale qui parlent d'Ingala sont en train de les exclure complètement de la sphère politique du pays. Notre ami nous a parlé de la question de tribalisation du Congo par Tshisekedi. Et ça se dit. Il faut être dans les sites congolais pour écouter. On dit non, les gars du Kasaï, ils ont tout pris. Donc le problème du Congo, quand je vous dis que les Congolais d'abord, voilà le problème du Congo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un consensus républicain. Et Christelle, tu as beau dire ce que tu veux dire pour beaucoup de Congolais, Tshisekedi fait partie du problème. Donc il faut l'écarter aussi. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas-là? C'est pour ça que je dis dans un premier temps, pour éviter qu'il y ait des morts inutiles dans les conflits, ça existe, comme on le voit au Soudan, où les gens s'entretuent souvent pour rien, ou bien qu'il y a des dommages collatéraux avec des familles entières qui sont décimées. Il faut aller vers le dialogue et la négociation. Et pour que ce dialogue, cette négociation africaine puisse aboutir, il faut tout faire pour ne pas accepter que les Européens rentrent dans le jeu, que leur voix compte dans le processus de négociation de dialogue. Bon, il semble que quand c'est l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières premières stratégiques du Congo, ça pose problème. Mais ça ne pose pas problème quand on vient nous expliquer que Tshisekedi est prêt à signer des accords avec les États-Unis. Il a reçu un émissaire du président Trump il y a quelques heures. Donc vous voyez que nous sommes dans un imbroglio hors norme. Et donc pour que progressivement, nous commençons à recoudre ce tissu politico-social qui est complètement déchiré, il faudra prendre le temps, il faudra accepter de discuter, même avec les gens qui sont les plus répréhensibles de notre côté, mais surtout il ne faut pas mettre en avant des questions qui sont de l'ordre de l'exclusion ethnique. Parce que Corneille Nangaa est un Congolais. Il y a beaucoup de Congolais dans l'Alliance du fleuve Congo. Il y a beaucoup de Congolais dans le M23, etc. etc. Les rejeter en disant que ce sont des Rwandais à tout prix. Ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à arriver à une espèce de gentleman agreement qui permettra que les différentes composantes politiques du Congo puissent quand même se retrouver autour de même table pour enfin bâtir une véritable nation congolaise. Malheureusement pour nous, le Lumumba n'est plus de cette vie pour être le métronome, pour permettre justement de réunir tous les Congolais autour de cet idéal-là. Voilà, merci. Quel avenir surtout pour la médiation angolaise? Certainement les prochaines heures, voire les prochains jours, nous en dirons plus. Merci à vous, Claude.
Claude Moutouma d'être passé sur les antennes de For You Media Africa. Nous restons d'ailleurs avec tous les autres et nous évoquons la deuxième thématique de cette émission, ou du moins la thématique principale de cette émission du Point sur l'actualité, le retrait de l'AES, puisque c'est confirmé après le Niger, le Burkina Faso, c'est au tour du Mali de claquer la porte de l'Organisation internationale de la francophonie. Prenons cet élément de la rédaction centrale de For You Media Africa. C'est officiel. Les gouvernements du Niger et du Burkina Faso ont notifié leur décision à l'Organisation internationale de la francophonie. Dans une autre circulaire rendue publique, le lundi 17 mars 2025, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a officiellement annoncé la décision du Niger de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette décision prise de manière souveraine par le gouvernement nigérien marque un tournant décisif dans la politique étrangère du pays et suscite déjà des réactions à l'échelle internationale. Selon la note verbale numéro 003304-C-NE-CAB-M, datée du 7 mars 2025, le gouvernement nigérien a justifié ce retrait par des raisons stratégiques et même politiques. Bien que les détails spécifiques n'aient pas encore entièrement été dévoilés, cette décision reflète une volonté du Niger de réévaluer ses alliances et engagements internationaux, notamment dans un contexte géopolitique en mutation. Le secrétaire général a demandé aux chefs des missions diplomatiques et postes consulaires au Niger, à l'étranger, d'informer les juridictions respectives de leur accréditation de ces décisions. Ces démarches soulignent l'importance que le Niger accorde à la communication officielle et transparente de ses choix politiques sur la scène internationale. Le retrait du Niger de l'OES représente un coup dur pour l'organisation qui regroupe 88 États et gouvernements membres ayant le français en partage. Le Niger, pays francophone d'Afrique de l'Ouest, a longtemps été un acteur actif au sein de la francophonie, participant à des initiatives culturelles, éducatives et même politiques visant à promouvoir la langue française et des valeurs de diversité culturelle. Notons que le Burkina Faso également a adopté une démarche similaire, bien que cela n'ait pas encore été officiellement annoncé par les autorités. Alors le Burkina Faso a déjà annoncé une démarche similaire. Pour l'instant, il n'y a eu que ces deux pays-là. Bien entendu, les gens s'attendent peut-être à ce que le Mali suive parce qu'il y a l'Alliance Sahel, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de démarche du Mali. De l'AES. Il n'y en a pas eu et on espère que ce ne sera pas le cas, mais voilà, on est à l'écoute, on attend de voir. Cette décision, notons-le, pourrait remettre en question l'influence de l'OIF dans la région sahélienne où le Niger joue un rôle clé. Alors, cette fois c'est confirmé, on espérait du côté de l'OIF et vous l'avez suivi, la porte-parole d'ailleurs de cette organisation, on espérait que le Mali n'allait pas à son tour claquer la porte, mais sauf que c'est désormais chose faite. Sylvain de Bogo, votre première réaction, peut-être avant de revenir vers vous, je voudrais d'abord qu'on écoute justement Auria Vandé, qui est la porte-parole d'ailleurs de l'OIF. Elle revient sur un certain nombre d'aspects et elle estime au même moment que l'Organisation internationale de la francophonie est victime du contexte géopolitique complexe. Écoutons. Alors oui, c'est vrai que le Niger est un pays qui est actuellement suspendu des instances de la francophonie. Être suspendu ne veut pas dire être suspendu à tout jamais. Donc il y avait une volonté bien entendu de la francophonie de poursuivre le travail aux côtés des autorités de transition pour une réintégration de ce pays dans la grande famille francophone. À noter que c'est quand même un pays, un des 4 pays fondateurs de notre organisation. La francophonie est née en 1970 à Niamey, donc ça prend quand même une symbolique. C'est un pays qui compte pour la francophonie. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est un pays qui est aussi, dans son histoire actuelle, a décidé de tourner le dos à plusieurs organisations. Il n'y a pas que l'OIF, il y en a eu d'autres avant. Oui, l'Organisation internationale de la francophonie considère peut-être être un dommage collatéral d'une situation géopolitique qui la dépasse, mais voilà, c'est la vie. Vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment tendu la main au Niger ? Non, la main a été tendue. Je pense que
on ne peut pas la forcer non plus. Il faut que les pays fassent leur choix. Et c'est tout à fait respecté. C'est un choix qui est Comment avez-vous été informé de cette sortie du Niger? Alors la procédure de la francophonie qui est écrite, qui est stipulée dans la charte de la francophonie qui a été signée en 2005 à Madagascar, dit qu'un État qui souhaite quitter l'organisation doit le notifier soit au pays hôte du siège de l'organisation, c'est-à-dire la France, soit au pays qui occupe la présidence en exercice du sommet. Dans le cas présent, la France coche les 2 cases, ayant abrité le dernier sommet à Villers-Cotterêts. Et donc, le Niger a écrit à la France et la France nous a informés de cette notification. On parlait de l'aspect symbolique autour de cette sortie. Il y a aussi cette semaine de la langue française et de la francophonie. Nous sommes en plein dedans en ce moment. C'est un aveu d'échec pour l'organisation? Non, je dirais pas ça. C'est la réalité malheureusement du monde multilatéral qui est un monde assez complexe où les pays ont des intérêts nationaux qui parfois priment sur les intérêts de l'organisation. En ce qui concerne la langue française, je pense que l'OIF n'a pas à rougir de son attractivité. Le dernier sommet a quand même vu l'adhésion de 5 nouveaux membres. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Il y en a qui rentrent, il y en a malheureusement qui sortent. On espère que ce ne sont pas des décisions définitives. Et par rapport à la langue française, je tiens à préciser que la francophonie s'intéresse bien sûr à ses États membres, mais aussi aux communautés francophones dans le monde, qu'elles soient ou non dans des pays ressortissants des pays membres de l'organisation. Donc on ne va pas tourner le dos aux Nigériens qui ne vont pas changer de langue du jour au lendemain, qui vont probablement rester francophones. La volonté de l'organisation, mais ça sera bien entendu la décision des États, la volonté de l'organisation, c'est de pouvoir mener à terme les projets en cours, au moins. Mais on verra, ce sera soumis à l'approbation des États. Nous, on n'est que le secrétariat des États, donc ils vont décider. Mais oui, on va rester près des Nigériens. La fine bouche, mais on ne pouvait bien sûr pas s'attendre à autre chose. Sylvain, est-ce finalement un aveu d'échec? Elle refuse de le reconnaître, la porte-parole de l'OIF, mais avoir un pays fondateur qui claque la porte de cette façon, on a l'impression que clairement c'est une décision à laquelle il fallait forcément s'attendre, Sylvain, compte tenu d'ailleurs du rôle de cette organisation qui a plus brillé dans une forme d'aliénation que toute autre chose. Oui, il faut dire que la francophonie, lorsque ces pays, et surtout le Niger, a pris la décision de changer la tête de son gouvernement, de son leadership, la francophonie a carrément pris un tournant politique. C'est cette francophonie qui a suspendu le Niger. Et comme elle le reconnaît elle-même, c'est à Niamey en 1970 que la francophonie a été créée, sous l'impulsion d'Amani Diori, en tout cas, ces présidents-là. Et donc, si eux-mêmes, ils reconnaissaient l'importance du Niger, ils n'allaient pas prendre cette décision. Ce n'est pas une organisation politique. Ils disaient toujours que c'est une organisation apolitique. Alors, pourquoi s'immiscer dans la décision d'un peuple qui change la tête de son État? Voilà. Nous disons que la francophonie, c'est une boîte qui est là pour esclavagiser les Noirs et les Africains surtout, pour nous maintenir dans la soumission et pour nous la sortie du Niger et d'autres pays. C'est carrément un échec de cette organisation qui a pour but, parmi tant de buts, qui a pour but la promotion de la langue française. Mais diantre, dans cette francophonie, quelle langue africaine a été promue? Quelle langue africaine? On promet la langue française, on nous parle des recherches, on nous parle de l'éducation, on nous parle de ces choses-là, mais jamais, jamais on ne voit cela. Qu'est-ce que nous voyons? On regroupe les Africains quelque part, on les fait danser comme des singes, j'allais même dire, et lorsque c'est fini, allez, on leur dit au revoir, et puis c'est fini. Et demain, on nous dit parler le français, on nous fabrique des livres, le livre unique des pays francophones, et vous voyez, c'est de la moquerie. Dans cette francophonie, c'est toujours l'esclavage ou bien l'esclavagisation des Noirs ou bien des Africains qui a continué. C'est toujours la soumission des Africains qui a continué. Donc c'est un échec
même si elle nous parle, cette porte-parole de la francophonie, si elle nous parle de 5 nouveaux membres qui viennent, mais les 3 membres qui viennent de sortir sont d'un poids très lourd, et la francophonie, comme nous le disons toujours, avec le franc CFA et autres, ce sont des moyens, des cordes au cou des pays africains. Est-ce que la francophonie avait sanctionné la Côte d'Ivoire en son temps lorsque Alassane Dramane Ouattara a pris des armes en Côte d'Ivoire? Non, la francophonie n'a pas pris de sanctions parce que la France était derrière Alassane Dramane Ouattara pour commettre les crimes en Côte d'Ivoire. C'est cela la réalité. Et ce n'est pas seulement au Niger, au Burkina et au Mali que des militaires ou bien il y a eu changement de pouvoir. Il y a eu passation de pouvoir. J'allais dire, il y a eu beaucoup de pays depuis 1970, depuis la création de la francophonie, beaucoup de pays où il y a eu ce genre de coup d'État. La francophonie n'a jamais pris de décision lorsqu'elle ne supporte pas celui qui vient au pouvoir ou bien celui qu'on a renversé. C'est parce qu'au Niger, la France supportait Bazoum, la France soutenait tous ces pays de proxy, la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres, pour ramener Bazoum au pouvoir. Et comme ça n'a pas été le cas, il faut sanctionner le Niger. Pour nous, c'est une bonne chose que ces pays-là sortent de là. Et nous demandons encore une fois de plus à ces pays de tout faire pour battre leur propre monnaie. Parce que la guerre, c'est aussi la monnaie. C'est cela qui peut libérer ces pays-là réellement du joug français. Voilà. Alors, je ne sais pas si je sais que parmi l'un des éléments qui revient avec insistance dans ce que vous avez souvent l'habitude de qualifier les 4 F, il y a cette francophonie. Mais que répondez-vous, André Christelle Fanga, à la porte-parole de cette organisation qui estime qu'en réalité, la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie n'est que victime d'une situation géopolitique complexe, avec le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso? Écoutez, je pense que la francophonie paye le prix de sa duperie, paye le prix, n'est-ce pas, de son... En fait, de la défense de la langue française et du pays d'origine de la langue française, c'est-à-dire la France. Vous ne pouvez pas être en désaccord avec le propriétaire d'une langue et vous continuez, n'est-ce pas, à appartenir aux organisations de cette langue-là. C'est quasiment impossible. Je pense qu'aujourd'hui, la francophonie, c'est une continuité, n'est-ce pas, en fait, c'est l'un des éléments utilisés par la France pour assujettir, pour établir, pour, n'est-ce pas, dicter ses lois, dicter sa politique, n'est-ce pas, à certains États français, africains, je voulais dire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que nous nous asseyons et nous voyons comment extirper, n'est-ce pas, de notre corps, de notre âme, de notre esprit, n'est-ce pas, tous ces différents éléments néocoloniaux ou bien coloniaux. Parce que la francophonie est une institution néocoloniale qui, justement, impose la langue française. On est obligé de s'exprimer en langue française là pour que nous puissions être écoutés par tous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une très bonne décision pour ces 3 pays-là qui démontrent qu'ils nous écoutent. Parce que là, on est en train d'engranger des victoires. Des victoires, ça c'est des victoires panafricaines. Parce que sortir des organisations comme celle-là, alors ça veut dire que c'est un bon point pour justement aller, n'est-ce pas, au niveau où nous attendons. Sylvain Debogo a continué à embrayer le pas en disant il faut continuer, n'est-ce pas, dans cette logique-là, en quittant par exemple, en battant monnaie, c'est-à-dire en quittant le franc CFA qui fait partie des 4 F dont nous dénonçons. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important et la réaction, c'est une réaction d'une organisation qui souffre, n'est-ce pas, de n'avoir pas pris des bonnes décisions dès le départ. Parce que vous suspendez... Même si on tente on relativise du côté de l'OIF, on estime que ça entre dans le cours normal du fonctionnement de l'organisation. Il y a de nouveaux membres qui intègrent
il y en a qui, malheureusement, sortent de l'organisation. Ça fait partie de la routine. Celui qui a votre acte de naissance est un personnage à négliger. Le Niger a l'acte de naissance de la francophonie. Vous pensez que c'est quelque chose, quand celui-là sort de votre organisation, ça veut dire qu'il y a peut-être, pour ne pas dire peut-être, un pilier, n'est-ce pas, de la fondation de cette organisation qui s'est arraché. Donc même si vous avez quelques branches là qui s'agrippent à cette organisation-là, mais c'est zéro du tout. Je pense qu'aujourd'hui, cette organisation doit mourir de sa belle mort. Et comme toutes les autres organisations qui ont été faites par les colonisateurs, les néo-colonisateurs d'aujourd'hui. Il faut que les institutions, moi je suis pour la mort du FMI, Banque mondiale, Franc CFA, UNICEF, ONU, en fait toutes ces organisations-là fondées par, n'est-ce pas, les colonisateurs, par les impérialistes, par le monde unipolaire, puissent être refondées ou bien complètement détruites. Que la plupart des pays révolutionnaires puissent quitter ces organisations-là parce que ça ne sert absolument à rien. On défend tantôt, n'est-ce pas, en fait, ils sont là pour défendre leurs intérêts. Et c'est pour ça qu'ils ont ces genres d'organisations-là qu'ils envoient en avant pour, justement, parfois, poser, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas surpris que l'AFD, par exemple, demande le remboursement de son argent au Niger, alors que c'est l'Agence française de développement. Vous venez en aide à certains États, vous dites que c'est des aides, c'est des appuis, n'est-ce pas, à certains États. Maintenant, vous venez demander, n'est-ce pas, le retrait. Bientôt aussi, ils vont demander peut-être qu'on les rembourse aussi ce que la francophonie a produit, n'est-ce pas, dans ces différents États-là. Alors que la francophonie n'a rien produit. Ça a produit plutôt des gens qui on organise des grandes rencontres pour saucissonner le budget des États, pour faire, n'est-ce pas, des parades, n'est-ce pas, qui n'apportent pas grand-chose, n'est-ce pas, à ces États-là. Aujourd'hui, ces organisations sont des organisations nulles qui n'ont jamais rien apporté. Je prends l'exemple de la Banque mondiale, du FMI, ça n'a jamais développé aucun État dans nos, n'est-ce pas, dans nos pays. Donc, c'est des institutions assorties, et bravo au Niger, bravo au Burkina Faso et bravo au Mali. Et d'ailleurs même, vous avez suivi dans son interview, elle avait crainte que le Mali emboîte, n'est-ce pas, le pas aux deux autres pays. Mais ils oublient que les trois pays sont déjà dans une charte, sont déjà dans une organisation, donc sont déjà dans une confédération. Donc, parfois, les décisions sont de manière... ça fait effet domino immédiat. C'est-à-dire, dès que le Mali prend une décision, ou le Burkina Faso prend une décision, ou le Niger prend, ça veut dire que les autres vont suivre parce que c'est justement les termes de l'alliance, c'est-à-dire nos combats deviennent, n'est-ce pas, des combats communs, les décisions deviennent des décisions communes. Et ça, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous avons besoin chez nous en Afrique. Voilà. Alors, c'est quoi la portée géopolitique ou encore géostratégique de ce retrait des pays de l'AES, de cette organisation? On parle quand même d'un pays fondateur de l'OIF, le Niger, Patient Parfendom. Oui, mais c'est pas grand-chose. Si on continue de réfléchir avec les yeux du XXe siècle, effectivement, on va continuer à dire oui, la francophonie, la francophonie, mais nous sommes en plein XXIe siècle, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça ne représente plus rien pour vous? Elle sera quoi? Ce n'est pas parce que nous parlons français. Les Brésiliens parlent portugais, mais le Portugal est un vassal du Brésil aujourd'hui, pratiquement. Sur le plan économique. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Et pire encore, n'oubliez pas que depuis 2023, le Niger est suspendu, n'est-ce pas, de la francophonie. Qu'est-ce qu'elle espérait encore avoir de cette institution moribonde en réalité qui ne fait que la promotion de la puissance culturelle française? Je pense que c'est une très bonne décision qui a été prise et que l'AES sortir de là, c'est une très bonne chose. Il faudra maintenant... Est-ce que cela peut inspirer d'autres États africains? Au-delà d'inspirer, l'AES... Parce que vous dites que oui, la francophonie, pratiquement, ne sert plus à grand-chose, mais certains pays africains sont toujours impliqués, et ce, activement, dans cette organisation. Ce sont des métastases de la colonisation. C'est quoi cette affaire, la francophonie? À quoi ça sert, la francophonie, pour les Africains que nous sommes? Vous oubliez qu'il y a des pays... en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud-Est qui étaient colonisés par les Anglais, mais qui aujourd'hui ne savent même parce que c'est le Commonwealth ou bien, etc. Ils ont avancé. Au niveau de l'AIS, il faut quand même maintenant commencer à réfléchir sur une langue.
officielle de l'AES. Au niveau du Niger, on peut par exemple prendre Hausa qui est l'une des langues d'ailleurs de travail au niveau de l'Union africaine comme langue officielle et langue nationale. Et peut-être pour des besoins de recherche, continuer à utiliser un peu l'anglais, qui pour l'instant continue d'être la langue que les sciences utilisent beaucoup le plus. Peut-être, je dis bien, je ne suis pas dans les statistiques pour voir un peu clair ce qui se passe au Niger, mais ils peuvent prendre le Hausa comme langue officielle et langue nationale. Je sais qu'il y a d'autres langues là à l'intérieur du Niger. Et le Burkina peut aussi prendre une autre langue, le Mali une autre langue, et puis progressivement adopter une langue africaine comme la langue officielle de l'Alliance des États du Sahel. Ça va être un véritable pas qualitatif dans la recherche de la reconquête de notre souveraineté, ne serait-ce que sur le plan culturel, premièrement. Voilà. Et deuxièmement, il faut arrêter de penser que quand on est dans la francophonie, on bénéficie des choses extraordinaires. Vous êtes au Cameroun, nous sommes membres de la francophonie. Qu'est-ce que nous bénéficions de la francophonie? Rien du tout. Même les petits livres, je me souviens de l'affaire des livres scolaires, où un ministre Etoundi a tenté d'en faire une affaire endogène. Vous avez vu comment les éditeurs de livres, n'est-ce pas, au niveau de Paris, sont venus faire la pression au niveau de certains décideurs de mon pays avec les écoles champions pour qu'on revienne à la case départ. Si on vous sort les chiffres de ce que les rentrées scolaires, c'est pour bientôt, c'est que à chaque rentrée scolaire, les parents camerounais déboursent pour acheter ces livres-là qui sont faits ailleurs et à prix d'or, c'est des centaines de milliards de francs CFA. Donc, la francophonie nous a donc servi à faire quoi? Elle nous a aidé à faire la promotion d'une langue nationale camerounaise? Non. Donc, je crois que ce sont des scories de la colonisation qu'il faut gommer très rapidement pour pouvoir aller de l'avant, mais surtout que cette institution ne s'est pas gênée de suspendre le Niger sous le fallacieux prétexte qu'ils auraient rempli l'ordre constitutionnel. Donc je pense que c'est une très bonne décision qui va dans le sens d'indiquer à l'Occident, comme je l'avais dit tout à l'heure dans le premier sujet, que le temps est révolu, comme on dit, case closed, et puis on avance. Voilà. Monsieur, nous sortirons de cette émission par un autre fait d'actualité, échange téléphonique ce mardi 18 mars 2025 entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine. Nous proposons rapidement quelques points clés évoqués justement par les deux chefs d'État. Vladimir Poutine a annoncé que le 19 mars aurait lieu un échange de prisonniers entre les parties russes et américaines, 175 contre 175 de part et d'autre. De plus, comme geste de bonne volonté, 23 militaires ukrainiens gravement blessés et soignés dans des établissements médicaux russes seront transférés du côté de l'Ukraine. Le dirigeant russe, ou du moins les dirigeants, ont réaffirmé leur intention de poursuivre leurs efforts pour parvenir à un règlement bilatéral de la question ukrainienne. Des groupes d'experts russes et américains seront d'ailleurs informés et formés à cet effet. Vladimir Poutine et Donald Trump ont évoqué la situation au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge. Des efforts conjoints seront déployés pour stabiliser la situation dans les points de crise, établir une coopération sur la non-prolifération nucléaire et les questions de sécurité mondiale. Les présidents ont exprimé leur intérêt commun pour la normalisation des relations bilatérales compte tenu de la responsabilité particulière de la Russie et des États-Unis dans les garanties de sécurité et de la stabilité mondiale. Dans ce contexte, un large éventail de domaines dans lesquels la Russie et les États-Unis pourraient établir une coopération a été d'ailleurs envisagé. Alors, votre commentaire à ce sujet pour sortir, Sylvain Nebogo. Est-il toujours avec nous? Sylvain, votre micro me semble désactivé. Ah oui. Voilà. Oui, je disais que c'est du bonne guerre. Il faut qu'on prenne ce que les deux leaders des deux grands pays, des deux puissances offrent au monde entier et surtout à l'Occident qui aujourd'hui est carrément absente dans cette discussion et qui crée vraiment beaucoup, qui fait verser beaucoup d'encre. C'est de bonne guerre lorsque la Russie pose ses conditions. C'est la Russie qui, ma foi, aujourd'hui a la main en haut. Et donc, on a vu aussi Donald Trump qui, ma foi, a sermonné
le président usurpateur ukrainien, parce que son mandat est fini depuis l'année dernière en mai. Et donc, pour nous, c'est deux pays qui s'accordent sur des faits, sur des points communs pour sauver le monde, surtout le monde occidental qui est vraiment en débandade, le monde occidental qui est aujourd'hui orphelin, parce que Donald Trump, depuis son arrivée, est en train de tout démanteler et les Occidentaux, malgré leur cri de vente en guerre, ne se retrouvent pas. Ceux qui voulaient être toujours au sein des discussions, comme ils l'ont voulu aussi dans le cas de la RDC, ceux qui voulaient être au sein, au milieu des discussions, ont été carrément ignorés par le trumpisme et par le poutinisme. Donc aujourd'hui, ils ont des problèmes. Alors si ces deux personnes se rencontrent, c'est mieux pour le monde et on va observer parce qu'à tout moment, tout peut changer. Ce sont les intérêts qui sont en jeu. Trump veut les matières premières de l'Ukraine et le président Poutine également, lui, il veut que l'Ukraine soit démilitarisée, qu'on ne voit plus de nazis dans ce pays et que l'Ukraine ne rejoigne pas l'OTAN également parce que c'est une menace contre son pays. Alors pour nous, une première discussion directe, c'est très important et que le monde évolue et que dans tout cela, il faut que l'Afrique cherche toujours son propre chemin, que l'Afrique cherche toujours ce qui l'arrange pour sortir du nez du tunnel. C'est ce que j'ai à dire à ce niveau. Merci à vous, Sylvain Ndobogo. André Kessel-Fanga, un point qui ne devrait pas plaire à nos amis européens qui s'activent depuis plusieurs jours pour définir une stratégie de défense commune contre, disent-ils, la Fédération de Russie. Là, les dirigeants russes et américains réaffirment leur intention de poursuivre leurs efforts pour parvenir à un règlement bilatéral de la question ukrainienne. Des groupes d'experts russes et américains seront formés. On parle d'un règlement bilatéral. Il n'est mentionné nulle part la participation d'un troisième, du moins d'une troisième partie qui pourrait éventuellement être l'Europe. Et ça, je l'imagine bien, on comprend pourquoi l'Europe tremblait quand on a parlé de cette conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Je pense que les choses bougent. Les choses bougent parce que deux hommes forts qui ont compris, qui ont d'abord musclé le jeu à l'interne dans leur pays. Et aujourd'hui, il y a des nains politiques qui veulent s'accrocher, n'est-ce pas, pour essayer d'exister. Je dis deux hommes forts, pourquoi? Parce que quand nous regardons le président Vladimir Poutine, il a pris du temps pour construire son pays, il a pris du temps pour faire une armée, il a pris le temps, n'est-ce pas, pour observer le monde et étudier toutes les stratégies possibles, pour se défendre et attaquer. On va essayer d'aller un peu plus vite. Oui, bien sûr. De l'autre côté, Donald Trump est revenu avec la même arme de fer de l'Amérique, n'est-ce pas, redonner la grandeur, n'est-ce pas, à l'Amérique. Et donc, vous voyez que ces deux visions qui s'accordent et chacun trouve son intérêt en disant, OK, qu'est-ce qu'on fait? Asseyons-nous sur la table de discussion et parlons. Bon, les autres là vont seulement suivre, parce que Macron, peu importe, avec l'Europe et tout le reste là, ils vont gonfler les muscles, mais ça ne va servir à rien. La solution sera trouvée. Moi, je prends ces deux exemples de Poutine et de Trump. Pourquoi? Pour dire au président Tshisekedi que voici comment les grands hommes réagissent. C'est-à-dire, tu muscles d'abord le jeu, tu prouves que je peux. Que même s'il faut qu'on bagarre. Comment? Regardez quand même le poids de Tshisekedi et face à Kagame. C'est une illustration, hein? Je dis, le poids physique du président Tshisekedi et le poids physique de Kagame. On va juste... regardons encore le poids... Non, monsieur laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Regardez le poids, n'est-ce pas, territorial de la RDC et le poids territorial du Rwanda. Regardez le poids, n'est-ce pas, de la population congolaise et le poids de la population rwandaise. Voilà. Très original, cette conclusion. Patient Parfendom, sur cet échange, sur cette conversation téléphonique. Écoutez, le président Trump est en train de gérer la défaite de l'Occident et des États-Unis dans cette guerre.
Cette défaite a été actée depuis très longtemps. Il a bien compris que sur le plan stratégique, l'Occident a perdu la guerre. Donc il faut absolument essayer de colmater les brèches pour que la dégringolade ne soit pas violente. Les agitations de l'Europe ne sont que des agitations. Ils essaient de donner l'impression qu'ils valent encore quelque chose, mais leur déclassement sur le plan de la géopolitique internationale, elle est nette. Ils ne sont plus ni le pôle de l'innovation technique et technologique, ni sur le plan économique. Leur puissance, elle est dégringole, ça se voit aujourd'hui. Donc, elle ne compte pas beaucoup. Et je crois que ce qui se passe là, c'est un rappel à l'ordre, de manière brutale, aux Occidentaux qui continuent à écouter les chimères de M. Macron ou bien de Keir Starmer, qu'un nouveau monde est créé, il est là. Et je peux vous garantir, vous allez voir dans les jours et mois à venir, que même au sein de l'Europe, il va commencer à avoir des fissures. Parce que tout le monde n'est pas idiot, tout le monde n'est pas bête. On a bien compris que les dés ont été jetés et c'est une autre réalité que nous avons là aujourd'hui. Donc c'est la victoire du président Trump, du président Poutine de la Russie, je vous avais dit, en tant que le pays qui a gagné la guerre, c'est à ce pays-là d'imposer, n'est-ce pas, les conditions de la capitulation de ceux qui ont perdu. C'est ce qui est en train de se faire là, avec cette négociation. C'est rien d'autre. Si vous ne pouvez pas le lire correctement comme ça, c'est vous qui n'avez rien compris. Mais pour sortir, à direction de Christelle, 30 secondes, oui. Mais c'est vous qui me faites souvent lire la Bible, mais un empire qui est en contradiction avec lui-même, il a beau être un grand empire, il ne peut pas gagner. C'est ce qu'il faut tirer pour le Congo. Voilà. Pour parler de paix, boycottée du côté de Luanda par le M23 et conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, ou encore la sortie de l'AES de la francophonie. Nous avons essayé de faire le tour ce soir sans toutefois aller au standard. Ne vous inquiétez pas. Demain, c'est le mercredi des téléspectateurs. Vous aurez l'occasion de vous exprimer sur cette thématique en matinée aux côtés d'Inès Bala dans le cadre de votre matinale informative le mercredi des téléspectateurs. Vous allez vous lâcher comme vous savez d'ailleurs si bien le faire. Nous nous retrouverons bien sûr en soirée dans le même exercice. Merci à mes invités de la soirée, André Christelle Fanga, Patient Parfum d'Homme, Sylvain de Bogou, Claude Moutouma qui était présent avec nous ce soir. Merci à la réalisation, merci au département digital, merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore aux auditeurs de la 96.3 FM for You Radio. Restez des nôtres.